Le secret de x1000. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Soyez les bienvenus sur la chaîne Crypto Fortune où nous partageons le contenu sur Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très crucial dans lequel nous allons principalement développer la tokenomique, ce qui sont les pépites solides et voir certaines pépites solides. Nous allons en fait discuter, parler de certaines pépites solides et enfin clôturer par un portefeuille de type acier. Comment construire un portefeuille d'acier. Je porte mes remerciements à l'instar de tous ceux qui likent mes vidéos, qui commentent et qui partagent en l'occurrence mes vidéos. Vraiment, c'est grâce à vous que l'activité de cette chaîne évolue. Franchement, je suis reconnaissant envers vous. Et pour tout commencer, nous allons débuter par ce qui est la tokenomics. Qu'est-ce que la tokenomics? Le terme appelé économie de jetons désigne l'ensemble des systèmes économiques entourant l'émission et la distribution de tokens. Autrement dit, elle résume les règles qui vont régir le marché d'échange des jetons. Il existe une multitude d'indicateurs à connaître en tokenomics et donc à analyser. Nous n'allons présenter que quelques-unes dans cette vidéo. Et quelles sont alors les composantes principales de la tokenomics? Quels sont les composants nécessaires dans son analyse de la tokenomics? La première sera la répartition initiale des tokens. Elle définit le pourcentage des tokens alloués à chaque participant du projet. Il s'agit de l'équipe du projet, les investisseurs early, la communauté via la prévente ICO ou IEO, ou encore en réserve d'une portion de futur de développement, c'est-à-dire le projet peut toutefois réserver un pourcentage des tokens pour le développement futur du projet en quelque sorte. Mais là, si vous ressentez dans votre analyse de la tokenomie, si vous voyez que la majorité des tokens sont réservés à l'équipe du projet, cela signifie simplement que l'équipe peut manipuler ou bien domper les investisseurs à tout moment. Donc faites beaucoup attention. Les membres de l'équipe, ceux qui ont initié le projet, s'ils décident de vendre tous leurs tokens qu'ils ont, sachant que c'est eux qui ont plus de la majorité de tokens, alors ça va faire domper la gueule pour les investisseurs qui investissent sur le projet. La seconde utilité est cas d'usage de la token. Au-delà de leur valeur spéculative, les tokens sont avant tout conçus pour servir une ou plusieurs utilités au sein de leur écosystème. Cela peut inclure les fonctions de gouvernance, c'est-à-dire droit de vote sur les décisions du projet, le stacking ou bien immobilisation de tokens pour sécuriser le réseau et recevoir des récompenses de paiement, l'utilisation comme moyen d'échange ou encore d'accès à certains services. Donc, ces cas d'usage, nous voyons que Bitcoin, par exemple, utilise des systèmes de transaction pair à pair de façon décentralisée. Et du côté stacking, nous pouvons donner l'exemple de BNB. La plateforme Binance propose Binance comme récompense de stacking et beaucoup d'autres projets également. Mais il propose de stacking pour son projet pour pouvoir participer au vote et pour pouvoir aussi gagner d'autres récompenses, d'autres pièces qui seront lancées en pré-vente sur sa plateforme en bourse. Également, troisième point est la gestion de la valeur des tokens et l'émission dans le temps. Les tokenomics définissent aussi les différents mécanismes qui influent sur la valeur et la liquidité du token. Cela peut inclure les mécanismes de burn-in, c'est-à-dire destruction des tokens, de buyback, c'est-à-dire rachat par l'équipe des tokens, de vesting ou bien libération progressive des tokens, ainsi que les différentes incitations économiques mises en place pour encourager la détention et l'utilisation du token. Et là, le mécanisme de vesting, c'est pour éviter le déversement massif des tokens sur le marché, et de nombreux projets mettent en place des périodes de vesting, c'est-à-dire un déblocage progressif des tokens distribués à certains acteurs comme l'équipe ou les investisseurs early. Ces mécanismes sont essentiels pour assurer une distribution progressive
et éviter une forte pression vendeuse. Du côté de l'émission dans le temps, au-delà de la distribution initiale, il faut aussi étudier comment les nouveaux tokens sont émis au fil du temps. Un taux d'émission trop élevé peut créer une inflation importante et peser sur le coût, tandis qu'une émission trop faible peut aussi limiter le développement. Quatrième point, nous allons parler de l'offre des tokens. Un aspect essentiel à étudier est l'offre des tokens, c'est-à-dire la quantité des tokens existants et leur répartition. Plusieurs indicateurs clés sont à prendre en compte. Il s'agit de l'offre maximale, c'est-à-dire mass supply. Vous verrez ça sur CoinMarketCap. Il s'agit de la quantité maximale des tokens qui seront émis. Certains projets comme Bitcoin ont une mass supply fixe qui est de 21 millions et qui ne dépassera jamais d'ailleurs, tandis que d'autres comme Ethereum n'ont pas de limite prédéfinie d'avance. Donc c'est un peu le cas. Ici, il y a aussi le circulate supply, c'est-à-dire token en circulation, le nombre de tokens en circulation. Et là, c'est le nombre de tokens actuellement en circulation sur le marché et disponible pour l'échange. C'est un indicateur important de la liquidité du token. D'autres points, il y a le contrôle de l'inflation. D'abord, on va parler des mécanismes d'émission. La façon dont les nouveaux tokens sont créés et injectés sur le marché. Cela peut se faire via des mécanismes de minage, proof de travail ou bien proof of work en anglais. Le stacking, c'est-à-dire preuve d'enjeu, ou bien proof of stacking, ou encore des missions continues selon un algorithme prédéfini. Le contrôle de l'inflation. Enfin, il est important de regarder si des mécanismes sont prévus pour contrôler l'augmentation de la circulating supply dans le temps, afin d'éviter l'inflation galopante qui dirait la valeur des tokens, et cela peut passer une réduction progressive des récompenses de minage ou des stacking ou encore par des destructions de burn-in régulières d'une partie des tokens. Ce qui veut dire que si nous prenons Bitcoin par exemple, à chaque fois que l'on évolue, à chaque fois que les halvings se produiront et il y aura réduction de moitié du nombre d'émissions des pièces de Bitcoin pour les mineurs. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on évolue, leur récompense devient de plus en plus faible. Ce qui fait que il y a la valeur ajoutée, ce qui fait créer la rareté en quelque sorte sur Bitcoin, ce qui fait que sa valeur monte au fur et à mesure. Et point saillant, nous avons les indicateurs de valorisation. Parmi les métriques les plus suivies, on retrouve les indicateurs de valorisation du token qui donnent une idée de sa valeur et de son potentiel de croissance. Là, nous avons le market cap, qui est la capitalisation boursière. Comme je viens de dire tout à l'heure, elle représente une valeur totale de tous les tokens en circulation. C'est un indicateur clé de taille et de popularité d'un projet. La fully diluted valuation, FDV, similaire à la market cap.